Éloge du savoir, avec aujourd'hui Baudouin de Charneux. Les 13, 14, 15 et 16 septembre 2005 s'est tenu au château de la Hulpe le 5e colloque de Bruxelles. Cette rencontre annuelle organisée par France Culture et l'Université libre de Bruxelles avait cette année pour thème « Question d'origine ». C'est l'enregistrement de ces interventions ainsi que les débats qui ont suivi, placés sous la direction culturelle de Michel Cazenave, que nous écoutons chaque matin. Les disciplines les plus diverses sont ici convoquées dans la multiplicité de leurs approches. Science, psychanalyse, philosophie, religion. Comme toutes les grandes notions qui interpellent l'homme, celle de l'origine varie selon les époques et l'état du savoir. Elle fut pendant des siècles le terrain privilégié des métaphysiciens et des théologiens. Aujourd'hui, comme nous le verrons tout au long des interventions que nous allons entendre dans l'éloge du savoir cette semaine, le concept d'origine s'élargit aux champs les plus pointus de la recherche. Les sciences bien sûr, mais aussi la psychanalyse, tout en restant une question philosophique et ontologique sans cesse renouvelée. La question des origines est au sens strict une épistémée. Baudouin de Charneux est philosophe et historien des religions. Il enseigne la littérature chrétienne des origines à l'Université libre de Bruxelles et travaille au Centre de philosophie ancienne, mais aussi au Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité. Chargé de recherche du Fonds national de la recherche scientifique, Baudouin de Charneux est spécialiste de la philosophie ancienne, du judaïsme hellénistique et romain et du christianisme des 1er et 2e siècles. Nous l'entendrons ce matin sur l'origine selon Platon. Il y a quelque part en Égypte, dans le delta qu'entoure, bifurquant à son sommet le cours du Nil, un nome appelé Saïtique. De ce nome, donc cette province, la plus grande ville est Saïs. C'est de là justement qu'était originaire le roi Amasis. Ceux de cette ville honorent une divinité fondatrice, dont en égyptien le nom est Neit, en grec à ce qu'ils disent Athéna. C'est là que Solon disait s'être rendu. Il avait acquis parmi les gens du pays une grande considération. Et notamment, comme il interrogeait un jour sur les antiquités, les prêtres les plus versés en ces matières, il avait découvert que ni lui, ni aucun autre grec ne savait pour ainsi dire à peu près rien sur de tels sujets. Et une fois, voulant les amener à discourir sur les anciens âges, il s'était mis à dire ce qu'on sait chez nous de plus anciennes histoires. C'est alors qu'un des prêtres, tout à fait un ancien, se serait écrié « Solon, Solon, vous autres Grecs, vous êtes toujours des enfants, vieux, pas un Grec ne l'est. » À ces mots, Solon l'interrogea. « Que veux-tu dire là ?»« Jeunes, répondit-il, vous l'êtes tous par l'âme, car votre âme ne renferme aucune opinion antique de tradition reculée, ni aucun savoir blanchi par le temps. » Alors c'est au fond un peu dans le sillage de cette affirmation du prêtre du temple d'Athènes à Saïs que s'inscrit la demande que m'avait faite Michel Cazenave d'essayer d'investiguer l'œuvre de Platon pour remonter aux origines. Rechercher l'origine chez Platon équivaut à se heurter à des problèmes philosophiques majeurs. Le premier, je viens d'évoquer brièvement, c'est toute l'œuvre de Platon qu'il s'agit de scruter, et comme vous vous en doutez, j'en suis bien incapable. La deuxième difficulté, c'est que Platon lui-même est à l'origine de la philosophie au sens où nous l'entendons encore, je pense, aujourd'hui. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, c'est la méthodologie platonicienne elle-même qui est remise en question par la question de l'origine. Et là, bien sûr, dès qu'on parle méthodologie, comme vous le savez, les philosophes sont pris par des phénomènes de lévitation, et il faut quand même un peu clarifier ce qu'il en est de cette méthodologie
qui vise chez Platon à retrouver le sens originaire, mais globalement, ce qui m'intéresse ici, c'est bien sûr d'essayer de clarifier comment Platon lui-même, à la fois a récusé les origines et en même temps a redessiné ou réenglobé les origines de la pensée philosophique. On pense notamment au rejet du mythe, qui est bien sûr un des traits saillants de la République. Pour cette idée de dire que les grands-pères fondateurs de la Grèce, Homère, Hésiode au premier chef, on leur donnera des fleurs et puis on les conduira à la porte de la cité idéale, on les remerciera et on leur signalera incidemment qu'ils n'y ont plus droit de citer. Donc affirmation pour le moins lourde dans l'œuvre de Platon, mais contredite et volontairement, comme on le sait, et littérairement, par le fait que systématiquement il les cite. Et donc, les pères fondateurs sont exclus de la cité idéale, mais ils ne cessent d'être présents dans l'œuvre de Platon qui tente de redessiner les contours de la cité idéale. Il me semble qu'il y aurait sans doute 3 textes qu'il faudrait aborder pour travailler cette question. Le Phèdre, certainement pour l'origine de l'âme, le Timée, sur lequel je m'attarderai un peu pour l'origine du cosmos, et le banquet, notamment le discours d'Aristophane quant à l'origine de l'homme, donc un pan de l'anthropologie platonicienne qui quelquefois est un peu moins connu. Globalement, il me semble que cette préoccupation sur l'origine est assez caractéristique de la vieillesse de Platon. Alors, là aussi, on a tenté de redécouper son œuvre selon un principe originaire qui serait Socrate, et en la redécoupant, peut-être qu'aucun auteur de la tradition n'a fait l'objet d'autant d'attention à cet endroit, en la redécoupant selon un principe originaire, depuis les écrits de jeunesse, de maturité et de vieillesse. Donc on a tendance aussi à retracer l'œuvre de Platon sur le plan d'une origine qui est l'origine de cet enseignement premier qu'il aurait reçu près de son maître athénien. Donc c'est plutôt une question de la vieillesse de Platon, où il approfondit la théorie de la transmigration des âmes, qui ne va pas, comme vous vous en doutez, sans poser de multiples problèmes, mais qui tente d'explorer également, au travers de ces traités, la question de l'unité qui se cacherait derrière la problématique de l'âme, qu'il s'agisse de l'âme du monde ou qu'il s'agisse de l'âme individuelle. Donc là, il y a un enjeu qui est majeur, c'est un déploiement, au fond, métaphysique sur une série d'écrits qui précèdent et que Platon tente de relier, me semble-t-il, dans l'œuvre de vieillesse. Ma thèse serait de dire que la question de la création du monde, ou de sa genèse, ou de l'aménagement de la matière, toutes les thèses ont été défendues. Alors moi je suis du côté de la thèse du mythe et de l'aménagement de la matière, mais chacun a son point de vue et l'a défendu avec de nombreux arguments autour de ce dialogue extrêmement complexe qu'est le Timée, me semble être d'origine pythagoricienne. En effet, les thèmes majeurs que nous retrouvons sont les thèmes de l'âme voyageant dans le cosmos et de l'incarnation, selon des périodes données, de l'âme au niveau, donc cette fois-ci, de l'individuation. Donc c'est la grande thèse du Phèdre, qui va se doubler cette fois-ci dans le Timée d'une approche cosmologique. Alors les deux ensemble créent un mélange détonnant que Platon s'efforce d'approfondir. Cette question des origines amène Platon à considérer que l'univers est un corps vivant lui-même, régi et innervé par une âme, donc qui constitue dès lors l'unité de ce corps vivant.
avec toutes les questions métaphysiques qui en résultent. Est-ce que cette âme est dans l'univers, ce que Platon récuse? Est-ce que cette âme l'englobe, mais dès lors est-elle l'un? Quelle est la relation de ce cosmos avec ce monde intelligible dont on nous parle tant? Ce monde intelligible a-t-il lui-même une âme ou n'en a-t-il pas? Ce sont des questions que les commentateurs ont abordées, le dernier point étant, à mon avis, assez irréductible, car il n'y a pas de réponse décisive qui ressort de l'œuvre de Platon à cet endroit. Iront dans le Timée avec l'opinion de ses prédécesseurs, notamment sur Diogène d'Apollonie relativement à la providence, en donnant le primat à une thèse qui est providentialiste. Et donc, un providentialisme au sens idéal, pas un providentialisme qui serait la résultante mécanique des phénomènes célestes, faisant du concept d'âme le pivot de sa démonstration. Les composantes matérielles du cosmos, dont les éléments, sont donc nées, pour reprendre une affirmation des lois, après l'âme, plus vieille que le corps. La physique du mélange et de la séparation est récusée en doute par Platon, tandis que du même coup, l'idée métaphysique de l'un s'impose comme le centre conceptuel de ces spéculations cosmologiques. Et Platon n'a cessé, je pense, dans ses dialogues, d'appréhender cette question de l'un en la tournant et la retournant dans tous les sens métaphysiques possibles, pour tenter d'organiser ce corpus de savoir relativement à la cosmologie. La question qui va aussi se poser dès lors, c'est si on admet que l'âme est immortelle et inengendrée, mais qu'est-ce que ça signifie? Vieux, antérieur, il y a une série de chaînes qui sont mises ici en œuvre et qui bien sûr ne doivent pas être pris au pied de la lettre. Ce qu'il y a sans doute d'intéressant, c'est que lorsque Platon va récuser les penseurs qui tentent d'expliquer l'univers uniquement au travers des éléments, donc qui considèrent qu'à l'origine de l'univers ce sont des éléments, c'est que ces penseurs se trompent dans la mesure où ils se comportent, alors ici c'est moi qui extrapole, comme Hérodote le fait notamment dans les histoires, en tentant d'expliquer ce qui se passe dans le monde au travers de guerres, de mariages, de liaisons, de rapts, enfin, etc., au lieu de tenter de remonter à un principe premier, c'est-à-dire un principe qui est éternel par rapport à l'enchaînement des causalités qui traversent, alors dans le cas d'Hérodote c'est l'histoire, pour Platon évidemment c'est le cosmos, qui traverse la temporalité cosmique. Donc il fait une analogie par rapport à la notion même d'histoire. Alors, je pense que l'origine de cette thèse est une origine pythagoricienne. Il y a deux éléments qu'au fond les pythagoriciens ont amenés dans l'histoire de la pensée philosophique, qui sont, quant à la notion d'origine, essentiels. Premièrement, c'est la question des nombres. Le nombre est le principe de toute chose. Mais en tout cas, à partir du moment où des penseurs formulent l'idée que les nombres, et donc les rapports entre les nombres, président à la connaissance de toute forme de phénomène, et où on postule qu'il y a des relations et des jeux de résonance, des analogies entre des nombres qui sont significatifs, et donc il y a un ordre à découvrir au sein du cosmos qui est régi par les nombres, entre ce moment-là et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a une multitude de médiations, mais l'idée est lancée. Bon, certains ont pu dire, les pythagoriciens n'avaient pas évidemment imaginé cela. Mais en tout cas, il y a un processus là, au niveau philosophique, qui a été lancé par les pythagoriciens et qui est essentiel, puisqu'ils ancrent la connaissance du réel au travers des mathématiques. Et surtout, au-delà des mathématiques, de la notion de limite, d'illimité, et la notion de mise en rapport. C'est ça qui est vraiment, à mon avis, essentiel dans le premier corpus doctrinal. Et le deuxième point, tout aussi important pour la notion
d'origine, c'est la question des généalogies. Alors, classiquement, dans la cité, on se revendique d'une famille, appartient à un génos. Et ceci est profondément lié aux lois du sang. On a un rang en fonction de son sang. On peut avoir une ascendance héroïque. Et cette ascendance légitime une position au sein de la cité. Et donc l'individu, la famille et sa généalogie sont des choses qui sont décisives, pour nous sans doute encore aujourd'hui, mais dans la cité grecque de l'époque pythagoricienne, là c'est tout à fait clair, c'est véritablement l'armature sociopolitique de la cité. Or, les pythagoriciens partagent une idée. Ils croient, dit-on aujourd'hui, mais c'est pas, à mon avis, au niveau de la croyance tel qu'on l'entend aujourd'hui, en la réincarnation. Donc ils croient en la transmigration des âmes. On connaît tous ces beaux textes d'Empédocle, j'ai cru que j'étais un poisson, une femme, enfin, bon, etc. Donc il y a une transmigration d'un principe vital, disons, qui de génération en génération est mouvant et ne répond pas donc aux lois de la famille, ou plutôt échappe aux lois de la famille. Et il est très intéressant d'ailleurs de voir que dans l'ancien pythagorisme, on insiste systématiquement sur le respect des ancêtres et des lois familiales, comme si précisément la doctrine des pythagoriciens la mettait en danger et qu'il fallait insister sur ce point pour renforcer l'identité des premiers pythagoriciens. Et donc ces deux remises en question de l'origine, une qui est d'ordre cosmique et l'autre qui serait peut-être d'ordre psychique, évidemment, est revisitée par Platon, qui tente le grand écart entre la tradition grecque et cette remise en question pythagoricienne qu'il aura fallu, comme vous le savez, bien des déboires, puisqu'on s'est appliqué à les massacrer consciencieusement. Alors dans le Timée, après cette visite de Solon au prêtre du temple d'Athéna, après le mythe de l'Atlantide qui nécessitera lui-même de longs développements, on va attaquer le discours sur le cosmos. Platon invoque les dieux pour une épreuve philosophique aussi grande que celle qui consiste à parler de l'origine du monde, et il se lance dans son récit en nous parlant de la genèse de l'univers. Il y a lieu, à mon sens, est-il d'établir tout d'abord les divisions que voici. Il va donc poser une question simple. Qu'est-ce qui est toujours et n'a point de devenir? Qu'est-ce qui devient toujours, mais qui n'est jamais? L'un, de toute évidence, saisissable par l'intellection, accompagné de raison, toujours est, de façon identique. L'autre, au contraire, qui fait l'objet de l'opinion accompagnée de sensations irraisonnées, il devient et s'en vient, mais réellement, jamais il n'est. Voilà donc l'origine. Or, tout ce qui devient à son tour, c'est par l'action de ce qui le cause que nécessairement il devient, car rien ne peut, séparé de ce qui le cause, assumer le devenir. Dans ces conditions, toute œuvre dont l'ouvrier, voilà l'idée du démiurge qui arrive en coulisses, aura fixé son regard sur ce qui se conserve toujours identique, utilisant un tel objet pour modèle afin d'en reproduire l'essence et les propriétés, cette œuvre sera belle nécessairement. Comme tout ce qui est ainsi accompli, celle au contraire dont l'auteur se sera réglé sur ce qui est devenu, utilisant un modèle sujet à la naissance, ne saurait être belle. Soit donc le ciel tout entier, ou le monde, ou de toute autre appellation qui lui soit plus acceptable, appelons-le aussi. Il faut examiner dès lors à son sujet tout d'abord ce que, par hypothèse en toute chose, on va commencer par examiner. Est-ce qu'il a été toujours, sans avoir nul commencement de devenir, ou est-il devenu, ayant un commencement, ou il est commencé? Il est devenu,
Il est visible, en effet, tangible, et il a un corps. Or, tous les objets de cette sorte sont sensibles. Donc, le ton est donné du point de vue métaphysique de façon très forte, et Platon va en déduire une série de propositions que je vais malheureusement devoir énumérer sur un ton un peu dogmatique, mais dont la lourdeur métaphysique va vous apparaître directement au risque de vous assommer. Une série de propositions donc suit cette démonstration sur l'un fondement, principe de l'univers. 1. L'univers est vivant. 2. L'univers est bon. 3. L'univers est beau. 4. L'univers est unique. Grand débat. Parce que du point de vue numérologique, il pourrait aussi en avoir 5, mais Platon se centre sur la thèse de l'unicité. 6. Il est composé d'éléments. Eau, air, terre, feu. 7. Il est fait de rapports entre ces différentes composantes. 8. Il est sphérique. Et Platon procède à un long développement sur pourquoi l'utilisation du modèle de la sphère et pas une autre forme géométrique. Et enfin, il est divin. Il est même peuplé des dieux. Et alors la tension fondamentale qui a échappé à certains commentateurs, pas plus aujourd'hui, mais il y a encore quelques décennies, c'est que bien évidemment, il ne faut pas confondre le divin au sens de l'unicité métaphysique et le divin dans le monde tel que l'expriment les mythes, etc. Alors chez Platon, c'est relativement clair, et ça aura une incidence même tardive. J'avais été assez frappé, et les commentateurs esquivent souvent le passage. Chez les auteurs monothéistes comme Philon d'Alexandrie, un moyen platonicien, comme je l'ai dit dans une de mes interventions, il n'hésite pas à qualifier les astres de Théioi, donc de Dieu, en référence à Platon. Pour lui, ce n'est nullement un blasphème. Et Platon, après ce développement qui pourrait sembler très métaphysique, et donc de ce point de vue-là, logique et rationnel, se sent obligé de nous parler du démiurge qui crée l'univers. Alors Platon est clair, c'est un mythe. Oui, mais quel mythe? Le mot mythe, bon, on peut le sortir du placard, mais quelle est la nature de ce mythe? Faut-il le prendre au pied de la lettre, ou bien faut-il le comprendre au sens symbolique? Platon prend bien soin de ne pas nous donner la réponse, ce qui a permis à tous ceux qui l'ont suivi d'alimenter un fonds de commerce très large sur des livres touchant le Tinée. Il me semble, de mon côté, que c'est œuvre de mythopoïétique, qu'il crée un modèle, et qu'au travers de ce modèle, il essaie d'expliquer comment l'univers est advenu, mais en ayant pleine conscience, comme il le fait toujours quand il fabrique des mythes, en ayant pleine conscience qu'il y a un décalage entre ce modèle et la façon dont le réel est ordonnancé. Quelle serait l'originalité, cette fois-ci, de Platon dans sa lecture des faits cosmiques? Alors, l'originalité, clairement, c'est qu'il donne, et c'est pour ça que je pense que le pythagorisme est décisif, à la notion de calcul, à la notion de nombre, à la notion de forme géométrique, un statut qui surplombe le discours mythique. Donc, si vous voulez, au lieu de faire surgir au sein du mythe ces notions, chose qu'il fait à certains endroits, en même temps, il englobe les narrations mythiques au travers de raisonnements et de références et de développement symbolique qui touchent ces notions de nombre, de géométrie, de calcul, etc. Il ordonnance donc à ce moment-là les mythes fondateurs de la Grèce dans un discours qui à la fois les chapeaute, leur donne corps, leur donne sens, mais les préserve. Et c'est pour ça que je parlais d'un grand écart entre la tradition et une certaine nouveauté philosophique dont il se fait l'écho dans ces textes. Alors, pour mettre à bien son projet, relativement à ces notions de proportion, de géométrie, de calcul, d'harmonique, qu'il ne cesse de mettre en évidence lorsqu'il parle du démiurge en train de créer le cosmos, donc d'ordonnancer le cosmos, il utilise bien sûr les formes géométriques. Et là, pour faire bref, dans mon exposé, il me semble que le schéma est finalement simple. Je suis le premier depuis longtemps à dire que le Tinée est simple, je devrais me cacher en disant cela, mais enfin, il me semble que le schéma est assez simple quand on lit bien le texte. Il part de l'idée
d'un déploiement sur une surface, et il passe à l'idée d'un déploiement en 3 dimensions, et enfin, il utilise le symbole du chi pour montrer comment l'ensemble se noue, cette fois-ci, au sein d'une sphère. Donc il y a 3 strates constitutives. La première, on part du point, puis la ligne, puis la surface, puis 3 dimensions, et puis on rassemble ensemble, comme si on faisait un nœud, un paquet, donc et là on obtient une sphère. Et il emboîte chaque élément qui correspond à un symbole géométrique au sein de cette sphère, de façon à la fois à créer un jeu de résonance numérique et en même temps créer une unité au sein de cette enveloppe qui vient en dernier lieu. Ça c'est le plan, je dirais c'est un peu l'épure du propos. Maintenant c'est très complexe et comme je l'ai dit, il prend bien soin aussi de mettre en évidence des théologies fort subtiles. On part de l'idée de la métaphysique, un Dieu un, puis on rentre dans la logique du monde intelligible, qui est divin, et puis on passe dans une logique du cosmos dont les éléments essentiels sont également divins, donc on commence à parler de Dieu sensible, ça pose une série de questions, sont-ils corruptibles ou pas, etc. Il clarifie. Puis on parle des astres divinisés, et puis enfin on en arrive bien sûr à l'homme, et on n'hésite pas, pour faire plaisir à nos amis médecins, à faire une description anthropologique extrêmement longue des différentes composantes de l'homme, pour montrer que jusque dans le détail, ce plan providentiel s'est déployé. Bon, donc il y a un providentialisme qui est très, très puissant, comme Moreau l'avait déjà montré jadis, et qui est évidemment une caractéristique de Platon, et qui sera un topos de toute la philosophie par après. Dès lors, le cosmos devient un sanctuaire, il utilise d'ailleurs le terme naos, si j'ai bien vérifié. Donc c'est un temple. C'est un temple au sein duquel des puissances fondamentales, à la manière de prêtres desservant un édifice sacré, sont en mouvement, répondant à un rituel mais qui est mathématique, donc à une forme de procession incessante, et ordonnançant le cosmos par ce mouvement qui est ainsi créé. On passe de l'un au multiple, on passe des éléments constitutifs à leur organisation au travers des nombres et de la géométrie, on passe de l'épure à la sphéricité, et on passe enfin, pour faire plaisir à Isabelle Stengers, de l'éternité au temps. Ce qui, indubitablement, m'a amené à la thèse que Platon avait lue, Isabelle Stengers. Donc voilà une approche qui est vite faite, hein, c'est un peu la philosophie à un coup de marteau, mais qui nous permet quand même d'arriver à comprendre comment se développe le Timée et comment sa conception du cosmos s'organise. Mais voilà, les choses ne sont pas si simples, parce que quand vous savez, quand on commence à toucher à l'anthropologie, les choses deviennent extrêmement complexes. Et Platon, à mon avis, va se heurter à 2 difficultés majeures. Alors, il y en a une qu'on peut éclaircir au travers de la problématique du Phèdre, qui est la question de l'âme, et cette fois-ci, non seulement l'âme du monde, mais aussi l'âme humaine, quelle est son origine, et comment peut-elle avoir une connaissance de l'origine. Donc là, il y a toute une anthropologie qui est présente, et sur laquelle je vais venir, et enfin, le politique, qui a été, à mon avis, sous-estimé à cet endroit, et des travaux menés par le Centre de philosophie ancienne l'ont assez bien éclairé, qui montre très bien aussi comment cette thèse de Platon très énologique, qui tente de faire sans cesse une globalité, qui proclame une unité providentielle, etc., peut être mise à mal par la question du mal ontologique. Donc Platon se pose directement cette question, à mon avis, dans le politique. Alors dans le Phèdre, sur la question de l'âme, nous rentrons là dans un dialogue souvent qui est un peu mieux connu que le Timée, en raison du fameux mythe de la Tâge ailée,
qui a fait couler beaucoup d'encre et qui, étant extrêmement imagé, est enseigné de façon assez systématique. Ce qu'on oublie de mentionner, et qui intéresse, je crois, notre propos, c'est que Platon, dans le Phèdre, tente de partir de l'expérience humaine pour expliquer ce qu'est l'âme. Donc on renverse, cette fois-ci, le raisonnement. Tout à l'heure, on partait de l'expérience, n'oublions pas l'Atlantide, qui précède le récit de la création du monde dans le Timée. On partait d'une expérience à la fois historique et politique. Cette fois-ci, on part de l'expérience humaine. Et il fait même une typologie qui sera très célèbre dans l'histoire de la philosophie et l'histoire des religions, une typologie des différents types de contact avec le divin que l'homme peut avoir. C'est très subtil, c'est tous les passages du Phèdre 244 qui mettent en évidence comment l'âme humaine peut avoir un contact avec le divin. Alors, au travers de l'inspiration prophétique, tiens, comme par hasard, c'est le sanctuaire de Dodone qui est évoqué, ce sanctuaire-là, qui est le premier, mythiquement, des sanctuaires divinatoires grecs qui lui-même provient d'Égypte. Donc voilà à nouveau une source que Platon favorise volontiers. Deuxièmement, il évoque la notion de contact de l'âme lors des rites initiatiques, et notamment les rites dionysiaques, etc. Donc là, tout ce qui concerne l'état de transe. Troisièmement, la mantique, donc inspirée. Quatrièmement, tout ce qui concerne, alors ce que nous appellerions nous la superstition aujourd'hui, enfin tout ce qui concerne les arts divinatoires qui ont un support matériel. Donc par exemple, les gens qui croient lire le destin des hommes dans les astres, dans les vols des oiseaux, dit-il enfin, etc. Il fait une typologie de ces différents types de contacts que l'homme peut avoir avec l'intelligible, et c'est seulement après avoir fait cela qu'il va attaquer, au travers d'un discours philosophique, la question de l'âme. Et cette question de l'âme touche directement la part d'immortalité qu'il y a en l'homme. Or, comme je l'ai dit, Platon est tenant de la thèse de la transmigration des âmes. Quel est le processus qui amène l'âme à connaître son origine? S'il y a transmigration, à un certain moment, elle a contact avec l'unité du monde. Si elle a contact avec l'unité du monde, et qu'elle se réincarne par la suite, selon quel procédé se réincarne-t-elle? Alors là, c'est plutôt l'épinomie attribuée à Platon, faussement, qui répond par des jeux numérologiques très puissants. Mais en tout cas, selon ce postulat, quand elle contacte le corps, quand il y a incarnation, de toute évidence, il se passe deux choses. Un, elle perd en partie la mémoire, puisque vous vous souvenez aucun probablement de tous les éléments de vos vies passées. Bon. Mais en même temps, il y a une trace. Ça, c'est le soupçon de Platon. Donc c'est toute la question de la réminiscence qu'on connaît bien, dans laquelle je n'entrerai pas. Donc il y a donc des cycles d'incarnation. Ces cycles d'incarnation sont à la fois quitter le corps, aller vers le cosmos, il y a un voyage cosmique, il y a un retour dans les corps. Donc si vous voulez, il y a un contact avec l'origine qui s'établit à de multiples reprises, il y a des contacts originaires, selon le genre de vie que l'on a eu, et puis dans le processus de réincarnation, il y a la nécessité par la juste philosophie de se souvenir et d'utiliser ce travail de réminiscence pour réactualiser ces notions, les laisser émerger et donc vivre conformément à ce que Platon considère comme étant la véritable philosophie. Alors ceci n'est pas simple, puisque l'origine est donc l'affaire d'un oubli et d'un oubli multiple. Redessiner les contours de l'origine, c'est se souvenir. Philosopher, c'est procéder de la sorte en organisant sa pensée. Donc, on pourrait dire, d'un certain point de vue, si l'on voit, et il le dit par ailleurs, j'y reviendrai, comment l'homme en arrive à oublier dans cette vie, par les couches successives de la matérialité, ce principe d'incarnation. On pourrait dire que philosopher, c'est donc plutôt se dépouiller qu'apprendre. Ou du moins, si on accepte cette idée de dépouillement, un dépouillement qui nous ramène à des origines et non pas à une origine. Donc, l'idée de l'origine
est par essence, dans le cas psychologique appliqué à l'homme, multiple. Mais qu'en est-il alors de l'âme du monde, de l'unité fondamentale du cosmos? Donc là, il y a une question qui se pose. Est-elle une ou est-elle multiple? Alors, je laisse la question en suspens pour l'instant. J'y reviens dans mes conclusions, mais bien sûr, c'est le grand problème philosophique que l'on retrouve dans le Parménide. Ce n'est pas un savoir, la philosophie, qui, à l'exemple des autres, puisse aucunement se formuler en proposition. Ce n'est pas un savoir qui, à l'exemple des autres, puisse aucunement se formuler en proposition. Mais résultat de l'établissement d'un contact répété, avec ce qui est la matière même de ce savoir, résultat d'une existence qu'on partage avec elle. Soudainement, comme s'allume une lumière, lorsque bondit la flamme, ce savoir se produit dans l'âme. Et désormais, il s'y nourrit tout seul, lui-même. Et ce cas de très intéressant par rapport à cette espèce de testament philosophique, où on voit que tout d'un coup, c'est quand même ce thème du contact avec cet un, symbolisé par cette flamme qui surgit dans l'âme et qui l'éclaire, et qui lui donne une vision de la philosophie qui n'est pas qu'une vision technique, mais qui est aussi une vision qui entraîne un vécu philosophique. Platon conclut, en montrant les 5 facteurs de la connaissance, on revient de nouveau aux 5, et il prend, comme par hasard, l'exemple de la sphère pour expliciter comment ces facteurs peuvent permettre à l'âme humaine de s'éclairer en matière philosophique. Il y a donc un jeu de résonance qui s'établit entre l'âme au sens anthropologique, l'âme cosmique, on dirait aujourd'hui le sens de l'histoire, et les questions philosophiques que l'homme tente d'appréhender au fil de sa vie. Ce qui veut dire que, et là Platon répond aux impératifs de Michel Cazenave qui demandait de parler de l'origine et pas des origines. Donc, comment trouver une origine dès lors à cette multiplicité de thèmes que Platon tente d'aborder? C'est que philosopher serait la quête de cette présence lumineuse, originale, pour reprendre cette métaphore, qui se laisse dévoiler lorsque l'on est en quête des origines. L'origine est donc une coprésence, ou peut-être mieux encore un espoir philosophique. L'origine, ce serait devenir philosophe. Dès lors, on pourrait, pour retourner au départ, réévoquer la phrase du prêtre égyptien du temple d'Athènes à Saïs, des Grecs vieux, pas un seul ne l'est, c'est bien une autre humanité jeune, et toujours jeune de par cette expectative que Platon a mis en mouvement et dans le sillage de laquelle nous nous inscrivons encore aujourd'hui. Alors, si tu veux bien, Baudouin, j'aimerais te poser une question, mais dans le mouvement même de ce que tu as dit, c'est-à-dire à partir de l'introduction qui est la tienne, c'est cette allusion effectivement de la visite de Solon à Saïs, etc. Et c'est qu'on voit très bien comment il s'est développé une querelle chez les hellénistes depuis quelque temps, à savoir est-ce qu'il y a une sorte d'origine autochtone, si on peut dire, de la civilisation grecque, ou faut-il pas aller chercher du côté de l'Égypte, de la Phénicie, etc. Bon, qui est simplement poussé à l'extrême dans les thèses de Bernal sur l'Athéna noire. Et d'ailleurs, je crois que le problème est complètement faussé dans la mesure où les tenants des deux bords sont toujours très littéralistes. Bon.
Mais il en est quand même frappé, si je me rappelle bien, c'est dans le 2e livre d'Hérodote où on nous explique que tous les dieux de Grèce viennent d'Égypte, en fin de compte. Quand on voit le cycle de Thèbes, Cadmos est quand même le fils d'Agénor, le roi de Phénicie, et puis son frère Cilix, etc. On voit très bien qu'on est justement dans un horizon autre, où le thème des Danaïdes qui passe par l'Égypte, l'enlèvement de Io, etc. C'est-à-dire que on a toujours l'impression que l'origine est précisément de l'ordre de l'altérité de l'autre. Et ce qui me frappe là aussi, c'est que je pense à la fameuse pièce d'Euripide, les Bacchantes, où le problème c'est que Dionysos est de l'autre, c'est l'étranger, alors que en réalité c'est le fils d'une princesse thébaine. Et donc, et c'est le cousin du roi de Thèbes, Penthée. Et comme si dès qu'on touche à quelque chose qui est de l'ordre effectivement, de là où est-ce que nous venons, et du contact avec le divin, ça ne peut être pensé que sous le signe de l'altérité. Et d'ailleurs, c'est ce qui me frappe justement, parce qu'on voit très bien comment beaucoup d'hellénistes se mobilisent aujourd'hui, enfin on a un pléthore de livres, sur dire toutes ces thèses sont absolument fantasmatiques, les Grecs, enfin il y a une sorte de dignité des Grecs qui fait qu'ils ne peuvent être hérétiques d'eux-mêmes en quelque sorte, comme si précisément on ne pouvait pas admettre ce thème de l'altérité, que l'origine est toujours de l'ordre de l'altérité. Et que l'autre, en fin de compte, je dirais, fait horreur. Alors qu'il me semble que les Grecs ne cessent de nous dire que l'origine, précisément, c'est du régime de l'autre. Ce n'est pas de la reproduction du même. Je crois qu'il y a 2 choses là-dedans qui sont importantes. Bon, la première, me semble-t-il, c'est que dans les matières que j'ai ici évoquées, Platon s'efforce de développer une originalité grecque et athénienne. C'est un discours, pourrait-on dire, qui est très largement de l'intérieur. Les mythes qu'il évoque dans le politique sont des mythes grecs. On peut trouver des homologies, bien sûr, et de la mythologie d'autres cultures, mais essentiellement, donc, il est quand même très fort centré, me semble-t-il, sur les Lades, et très fort centré sur l'origine des Grecs. Ce qui l'amène à aborder d'autres thèmes. Bon, ça c'est un point. Le mythe de l'Atlantide va dans le même sens. C'est un Égyptien qui le dévoile, mais en même temps, c'est bien de l'histoire des Grecs qu'il s'agit. Donc je crois que ça c'est un premier point. Et Platon, là, est à mon avis relativement clair. Et je pense que maintenant, du point de vue méthodologique, aller chercher systématiquement la causalité des cultures dans d'autres cultures amène des choses intéressantes du point de vue d'érudition, mais n'explique pas grand-chose. Bon. Alors le deuxième point sur la question de l'étranger, c'est très intéressant parce que, ça rejoint un peu la thèse de Marcel de Thienne, l'étranger révèle l'étrange qui est en nous. On a besoin de l'étranger pour être révélé à nous-mêmes. C'est une thèse, évidemment, que Marcel de Thienne a développée en travaillant sur la figure de Dionysos, mais moi-même, j'ai été frappé de voir que dans certaines étymologies que l'on tente d'attribuer, entre guillemets, à la race des Hébreux, il y a justement une race que ce n'est pas, le mot hébreu lui-même ramènerait à cette idée d'étranger. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où, dans la fondation de l'identité, c'est effectivement, comme tu l'as dit, l'altérité qui est première. Et ça, c'est un élément, à mon avis, anthropologique fort et déterminant. Alors, bien sûr, il y a un jeu littéraire ici chez Platon par rapport à ce prêtre égyptien, dont on précise bien que c'est un vieux prêtre, qui dévoile à la fois l'origine des Grecs, parce qu'en matière d'histoire, les Égyptiens sont les mieux placés car les plus anciens, donc ils dévoilent au peuple plus jeune leur histoire dont ils ont gardé mémoire. Et là, le grec ne peut qu'étudier à leur école, puisqu'ils tiennent en main, de façon symbolique, la tradition du genre humain. Mais d'un autre côté, en affirmant cette jeunesse des Grecs, qui à mon avis donc doit être comprise aussi comme une jeunesse symbolique au travers de la philosophie, il montre qu'il y a une rupture. Donc moi je pense qu'il y a une rupture. Il fait un grand écart entre la tradition et la pensée philosophique, mais en même temps je crois qu'il consacre une rupture, que ce soit avec les pythagoriciens, que ce soit avec les physiologues qui l'ont précédé, que ce soit même peut-être avec Socrate, ça nous ne saurons jamais, on rentre dans l'univers de nos fantasmes, mais enfin, il consacre une rupture radicale, et il me semble que c'est au travers précisément de l'utilisation qu'il fait, pour faire bref, des objets mathématiques.
Voilà la thèse que moi je défendrais. Non, mais ce que j'avais dans la tête, en réalité, parce que lorsque tu insistes sur le côté grec de Platon, cela va de soi, et je dirais même lorsqu'il fait appel au mythe de l'autochtonie, etc., on est vraiment dans l'agressivité, si on peut dire, affirmée. C'est de dire qu'il y a en fait du jeu du même et de l'autre, de la même manière que le démiurge construit l'âme du monde précisément par cette rencontre et par cette mixité, si l'on peut dire, du même et de l'autre. C'est tout à fait... Mais il n'y a pas de même s'il n'y a pas d'autre, justement. Oui, et chez Platon, on pourrait, en extrapolant ce que tu dis, dire est-ce que c'est pas à l'origine de sa méthode même dichotomique, hein? Donc est-ce que ce procédé dichotomique systématique qu'il utilise non seulement pour expliquer les réels, mais aussi comme une forme de théorie de la connaissance dans beaucoup de ses traités, est-ce que finalement ce n'est pas la manifestation de ce caractère essentiel de l'altérité, sans quoi la pensée ne peut s'organiser? Voilà, en vous écoutant, j'essayais de traduire ça en chinois, donc c'est très compliqué. Je suis très fatiguée maintenant. Je vais vous demander un peu d'indulgence pour ce que je voudrais dire, mais Baudouin, quand tu dis que le mythe, que la mathématique est utilisée de manière numérologique, moi ce que j'aimerais bien peut-être mettre en évidence, c'est évidemment cette difficulté de parler de l'origine, cette manière que l'on a de contourner toujours cette question en mettant en œuvre des outils qui sont à la fois langagiers mais qui ne sont pas et non pas rhétoriques d'une certaine manière. Donc en t'écoutant, bien sûr, l'objet mathématique dans le Timée jouerait ce rôle d'une certaine manière aussi rôle qui serait celui que moi je donne aux théories chinoises de l'écriture, et je voulais demander à Madame Chevassus si d'une certaine manière Lacan dit toujours on comprend rien, il n'a pas compris les maths, etc. Bon, mais à mon avis ce sont des imbéciles qui disent ça, il ne sait pas servir des maths. Moi je ne comprends pas ce qu'il dit sur la topologie, mais est-ce que cette tentative n'est pas justement aussi une tentative de créer un outil langagier qui d'une certaine manière échapperait au ronron du discours, et que finalement on joue avec l'un ou l'autre. Lui il essaye de le faire surgir de l'intérieur du langage même. Enfin, je crois que ça serait vraiment un grand travail que d'étudier l'utilisation que fait Lacan du mathème et des mathématiques pour comme dirait M. de Charnay, du mythe, c'est-à-dire qu'il faut englober, vous avez dit ça, il faut englober, il faut entourer un propos qui en lui-même est pas audible et pas perceptible si on l'entoure pas tout le temps. Enfin, je crois que je sais pas du tout si c'est fondé, ce que je dis, mais à mon avis, l'utilisation que fait Lacan des équations mathématiques et du mathème, c'est vraiment pour essayer de faire passer un message qui est tellement évanescent que sans cela on n'arrive pas à le cerner. C'est toujours cette idée d'englober, je crois, pour le préserver aussi, parce que vous avez dit ça englobe et ça préserve le mythe. Et je pense que, je ne sais pas si je réponds à ce que vous avez dit. J'ai l'impression, et est-ce qu'on ne pourrait pas aussi donner à ces tentatives le nom de mythologie, mais évidemment pas au sens du mythe tel qu'il est connu par... dans notre tradition gréco-latine, je ne sais pas ce que tu en penses, Baudouin. Mais je pense que, dans le cas de Platon et d'autres auteurs aussi de l'Antiquité, ils utilisent le langage mathématique, même dans son acception cette fois-ci pas numérologique mais systématique, une mathématique, une algèbre, etc. L'utilisent dans le sens également d'un mythe. C'est-à-dire qu'ils tentent de l'appliquer à des relations entre le visible et l'invisible pour montrer le fonctionnement qu'il y a entre les deux. Évidemment, ceci a une puissance considérable, parce que la visualisation théorique du rapport est tout à fait autre que si je produis simplement une généalogie, ou bien que si je produis un discours où j'essaie de faire une mise en rapport entre des objets au sein d'une belle narration ou des personnages, etc. Donc il y a une force de ligature, c'est le mot que j'utilise souvent quand je parle de l'Ancien Testament, qui apparaît au travers de cette pratique et qui va être systématisée, je pense. Alors d'où une question que Lambrose, je crois, avait soulevée en son temps. Bon, moi j'ai un peu écrit là-dessus dans mon petit livre sur le symbole. Est-ce que la mathématique
mais cette fois-ci comprise comme organon des sciences, serait le mythe constitutif de l'Occident à partir des pythagoriciens, disent certains, de Platon, diront d'autres, enfin des lecteurs de Platon, diront encore d'autres, peu importe, mais serait-ce à ce moment-là que nous avons basculé vers une forme de mythologie qui nous est propre, et que dès lors, nous ne considérons pas comme une mythologie. C'est ce que dit Lévi-Strauss sur la musique, c'est quand même assez oui. proche. Oui. Donc ça, ce serait une hypothèse de travail. Mais en tout cas, je pense que au terme du Timée, Platon fait œuvre d'originalité. Il y a un rapport à la mythologie traditionnelle, aux mathématiques, à la technique, enfin systématiquement utilisée comme des schèmes pour exploiter la relation visible et invisible. Mais il y a un effort d'englober au travers de ces raisonnements mathématiques les autres méthodes. Donc, il ne dit pas qu'il donne la primauté, mais le discours, ça je crois qu'on peut le montrer relativement facilement, notamment quand il revient sur les formes, une deuxième fois. Il dit maintenant je vais reprendre les formes au niveau du sensible. Et il en reparle. Chaque fois, il tente de surédéterminer ce schème-là comme s'il englobait les autres. Ça, je pense qu'on pourrait creuser dans ce sens-là. Alors, ça signifie que il a une volonté d'organiser ce schématisme, et pas uniquement une volonté de l'exploiter pour imager son propos, comme on le disait jadis, quoi. Hein, c'est des belles histoires qui imagent, etc. Non, c'est pas ça du tout qui est en place ici. À la fois, il sait très bien qu'il y a un décalage, ça, c'est mon opinion, entre ce qu'il dit et le réel. Il cesse de le dire, et donc ceux qui pensent que c'est créationniste au pied de la lettre, à mon avis, n'ont pas compris le texte. Mais d'un autre côté, ce n'est pas parce qu'il utilise un langage qui est en décalage qu'il ne tente pas de coller au mieux à ce que les phénomènes sont et à la façon dont ils s'organisent. Je suis post-platonicienne au sens où il me semble que nous avons souvent conçu la politique comme quelque chose qui nous fait radicalement différent des autres. Très souvent, au sens où notre politique implique d'abord la différenciation stable entre le public qui doit pouvoir se discuter, le privé qui est division, etc. C'est-à-dire que nous avons pensé pouvoir démélanger sans trop négocier entre le public et le privé. Il y a un héritage où nous nous pensons très différents de tous les autres. Et moi, je serais plutôt égyptienne. C'est-à-dire, je dirais, il y a vraiment des enfants qui croient qu'ils sont tout à fait différents des autres. Il faut être un enfant pour croire que l'originalité qu'on apporte est radicale. Tu remarques que Platon te laisse le choix d'être grec ou égyptienne. Oui. Mais je prends le parti de l'égyptien contre... Ça fait précisément partie de son jeu intellectuel. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Il n'empêche que, évidemment, la figure là d'Égyptien est là pour montrer la rupture. Mais on peut effectivement soutenir la thèse que la rupture, elle est plus imaginaire qu'autre chose. La rupture fait partie d'une attitude proprement enfantine. Quand je dis que l'utilisation et la surdétermination des mathématiques dans nos cultures est un mythe constitutif de l'Occident, je dis rien d'autre. Oui, mais tu as rajouté, et c'est effectivement radical. Là, tu as dit un tout petit peu autre chose. Je ne sais plus quand, excuse-moi. C'est pas quand j'ai osé employer le mot radical, mais je vais le revoir. Moi, j'aimerais. Je veux dire, on voit très bien comment, début XVIIe siècle, l'histoire sainte de la science dit là, il y a une rupture radicale avec tout ce qui s'était fait avant, on invente la science, etc. Lorsqu'on fait de l'histoire des sciences, on s'aperçoit qu'en réalité, il n'y a pas de rupture. Oui, ça finit par faire un effet de rupture. Mais en réalité, bon, et c'est pareil, désolé pour nos collègues, c'est pareil pour la psychanalyse. Je veux dire, par exemple, lorsqu'on a inventé là aussi l'idée, la psychanalyse est en rupture avec tout ce qu'il y a avant. Bon, et là aussi, lorsqu'on fait de l'histoire des idées, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a une grande formation, l'influence de Lipps sur Freud, enfin, des tas de choses que l'on pourrait explorer. C'est-à-dire comme si nous avions besoin nous n'avons pas d'origine, en quelque sorte, pour pouvoir exister. Ce que tu dis là est un thème qui pourrait être analysé aussi chez les pères de l'Église, donc j'ai souvent constaté ça. Bon, d'un côté, ils ne savent pas comment se tortiller pour dire qu'en fait, ils sont la plus pure tradition, la plus ancienne, qui remonte à bien avant tout le reste, et que donc ils n'en sont qu'à synthèse de continuum, et que si on les suit, on a la plus pure tradition philosophique tant des Grecs que des Juifs, etc. Donc là,
il surdétermine la notion d'ancienneté, de tradition, de continuum, tout ce qu'on veut, mais en même temps, régulièrement, on voit poindre cette idée qui peu à peu va s'imposer d'ailleurs dans nos cultures, qui est, mais on est quand même un peu nouveau, bon, hein. Donc peu à peu on amène cette nouveau, de sorte que Jean Hadot disait à l'université de Bruxelles il y a quelques décennies, dans l'Antiquité, quand on voulait vendre quelque chose, on disait vieux. Aujourd'hui on dit nouveau, hein, mais c'est le même. Donc il y a un peu de ça. Les pères de l'Église sont vraiment à la charnière entre les deux. On les voit à un moment donné dire oui, bon, on est quand même un peu nouveau aussi, bon quand même. C'est-à-dire que on se sent très mal à l'aise par rapport à cette notion de tradition. Et la bonne nouvelle, au sens de Paul, c'est la nouveauté, enfin. On pourrait en parler longtemps, mais chez Paul, il y a vraiment un souci constant dans les épîtres de dire je suis un juif et un juif traditionnel et vous n'allez pas m'embêter avec ça. Bon, ça c'est chez lui, c'est vraiment un mode de défense qui est constant. Mais alors évidemment, à certains endroits, c'est un peu ce qu'on vient d'évoquer, quoi. Il y a un moment donné, on dit mais enfin quand même quelque chose à dire aussi. Hein. C'est un second juif, les controverses avec Jacques, etc., qui fait qu'il faut absolument qu'il soit un bon juif.